Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerarlo para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Camarades du ventre mou, bonsoir. Le retour, on continue les previews de l'Euro. 3e épisode aujourd'hui, la poule C, composée donc de l'Angleterre, le Danemark, la Slovénie et la Serbie. Une poule aussi très intéressante, peut-être un peu moins relevée que la poule B dont on a traité il y a quelques jours. Et pour ça, acolyte toujours présent, à domicile cette fois-ci. Aurélien donc pour m'accompagner sur ce nouvel preview du ventre mou. Comment ça va ? Est-ce que je serai meilleur à domicile ou pas ? On verra. Pour moi, tu es déjà le meilleur à la base, à part Cassim qui est meilleur, mais on en parlera à l'occasion d'un podcast. Bien écoutez, c'est parti. On commence tout de suite en attaquant, donc encore une fois, un ordre dégressif des favoris. Je vais vous présenter la Slovénie. Alors la Slovénie, donc pour remettre un petit peu dans le contexte, depuis le démantèlement de la Yougoslavie, donc dans les années 90, il y a seulement 2 participations à la Coupe du Monde, en 2002 et en 2010, où ils ont fait phase de poule, et seulement 1 euro en 2000, là encore phase de poule, pas vraiment de résultats, donc on peut pas dire que la Slovénie ait beaucoup de références au niveau international en tant que sélection. La Slovénie, c'est un grand pays de sport, sans aucun doute, mais c'est un pays qui a du mal à s'affirmer footballistiquement en termes de sélection. En ce qui concerne les qualifs, donc belle phase de qualification, ils ont terminé 2e de leur poule juste derrière le Danemark, donc devant la Finlande, le Kazakhstan, l'Irlande du Nord et Saint-Marin. C'était une poule qui était pas horrible, hein. Franchement, Danemark, Slovénie, Finlande, Irlande du Nord, enfin ça joue, même le Kazakhstan, ils ont une belle génération qui monte, enfin si on peut parler de belle génération, peut-être moins moche que les précédentes. Donc leur bilan c'est 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, avec 20 buts marqués pour 9 encaissés, et ils ont terminé invaincus à domicile. Leur seule défaite c'est face au Danemark et face à la Finlande, là aussi à l'extérieur. Ils sont emmenés par un sélectionneur qui s'appelle Matthias Kek, qui est donc un ancien international slovène. Bon, une seule sélection, mais ça reste un international slovène. La première sélection est la plus importante. C'est son 2e mandat, il l'a commencé en 2019. Le premier, il était entre 2007 et 2011. Entre-temps, il est passé par Al Ittihad ou Rijeka. Donc, comme beaucoup de sélectionneurs, c'est pas un grand parcours en club. Lui, il prône un football donc, de bagarre, hein. Globalement, on peut dire ça. Il appelle ça un football combattant, mais ça revient au même. Et finalement, on remarque que c'est le cas pour beaucoup de petites sélections qui performent. D'avoir des footballs assez rudes, solides, où on ne peut pas faire la différence techniquement, donc on l'a fait au niveau de l'envie. Sa tactique, donc, elle se définit plutôt par l'aspect clinique offensif que par la maîtrise de la possession, hein. C'est quand même la 8e meilleure attaque des qualifications si on prend les 9 poules, sachant qu'il y en a 2 qualifiés, c'est quand même vraiment pas mal. Mais ils ont eu beaucoup plus de difficultés à faire le jeu, c'est-à-dire quand c'était eux le favori, notamment je pense face au Kazakhstan. Mais bon, si on remet en perspective par rapport à l'Euro, il n'y aura pas trop de matchs où ils seront dans cette situation où c'est à eux de faire le jeu. Et tactiquement, voilà, on doit s'attendre plutôt à un 4-4-2 parce qu'on va le voir au moment de l'effectif, ils ont 2 bons numéros 9. Justement, cet effectif slovène, bon, bah, je vais vous présenter un peu parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs connus, donc c'est toujours intéressant, il y a peu de noms. Le grand nom, le capitaine, c'est Jan Oblak. Alors pendant longtemps, on n'a eu que 2 joueurs slovènes forts et ils étaient extrêmement forts. C'était Jan Oblak et Samir Handanovic, donc 2 gardiens, autant dire assez inutiles. Maintenant qu'Handanovic a pris sa retraite, Oblak est donc incontestable. En défense centrale, ils vont s'appuyer probablement sur... Bon, alors il y a pas mal de joueurs qui jouent notamment en Italie. Il y a une certaine connexion, mais ils sont un peu répartis à travers tous les championnats européens mineurs. Donc on a Bijol qui joue à l'Udinese et Blažič du Lech Poznan donc en Pologne. Autre joueur polonais, ce sera latéral droit Janza qui joue au Górnik Zabrze. Et on a aussi Karczynik qui joue à Celje. Donc voilà, en défense, pas de nom particulièrement notable. Au milieu de terrain non plus, hein, Elsnik et Tcherin en général, c'est ces 2-là qui jouent. Il y en a un qui joue à Ljubljana. Bon, Ljubljana, ils étaient en Conference League dans la poule de Lille, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Ça reste pas un grand joueur, et Tcherin qui joue au Pana. Sur les côtés, Lovric et Stojanovic, donc là c'est des joueurs italiens aussi, hein, Udinese et Sampdoria. En revanche, c'est sur l'attaque que ça peut être un peu plus intéressant pour cette équipe de Slovénie, avec Benjamin Šeško, donc une peut-être pas star encore, mais un gros nom en puissance, l'attaquant de Leipzig, très prometteur du côté de Salzbourg, qui a eu un peu de mal à confirmer, mais
qui reste sans aucun doute le deuxième meilleur joueur de cet effectif et l'attraction vraiment de l'équipe pour la compétition à venir. Et puis Sporar, l'attaquant du Panathinaikos. À noter, un joueur qui évolue en France, Vipotnik, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, qui sera donc vraisemblablement sur le banc. Pour conclure donc sur cette Slovénie, ils ont 2 matchs amicaux de prévus contre la Bulgarie et contre l'Arménie, donc de quoi se mettre en confiance normalement. Et ils ont dans l'ordre, ce sera d'abord le Danemark, puis la Serbie et enfin l'Angleterre. Ils sont donc, je pense, sans conteste, l'outsider numéro 1 de ce groupe, mais à voir, sait-on jamais, avec une victoire, le système des meilleurs troisièmes, et vous pouvez vous qualifier pour la deuxième phase, les huitièmes de finale. Voilà pour la Slovénie. Alors, donc moi je vais parler du Danemark, qui est on peut dire une grande nation de football. Ils ont quand même gagné l'Euro en 92. Récemment, il y a eu un gros parcours en 2021. 2022, pour la Coupe du Monde, on s'attendait à une confirmation, parce que l'effectif n'avait pas changé et n'avait pas spécialement vieilli. Enfin, en tout cas, pas plus que de mesure. Et pour autant, ça a été la grosse désillusion avec une élimination en poule, alors que je me rappelle, on parlait de quart de finale, même potentiellement demi-finaliste. Depuis, ça va pas spécialement mieux si le pays s'en est sorti premier de son groupe lors des qualifs. Il y a quand même 2 défaites importantes dans un groupe super simple. Et surtout, de manière générale, le jeu présenté est assez inquiétant. On pourrait même penser à comment ça jouait en 92 avec, sans exagérer non plus, mais C'était magnifique. c'est quasiment ça. C'est vrai qu'en 2021, on avait un Danemark assez offensif, super brillant, avec plein de coups d'éclat. Là, en l'occurrence, c'est plus du tout ça. Il y a beaucoup de mal à marquer, et c'est globalement, à ce que disent les fans danois, un jeu chiant et qui en plus fait un peu peur. Pour ce qui est de l'effectif, on va sûrement partir, et c'est même sûr, avec Schmeichel au goal. C'est un pilier, c'est sûrement... non, j'allais dire c'est le joueur le plus capé actuellement. Non, c'est Kjær. Mais c'est un des joueurs les plus importants de l'effectif danois, qui a eu plein de moments assez incroyables, d'arrêt de penalty, et qui dans le jeu a toujours été très fort. Mais c'est vrai qu'il a 37 ans quand même. Alors après le passage à l'OGC Nice, qui a été une sombre histoire, puisque à ce qu'on dit, il voulait juste avoir une maison sur la Côte d'Azur. Et bien manger aussi. Voilà, et bien manger. Et ben, bizarrement, cette année, il est allé à Anderlecht et il fait une plutôt bonne saison. La vie, ça change. Voilà, Bruxelles, c'est ça. banlieue de Bruxelles. C'est ça. Donc, en club, il est pas mauvais. Par contre, il a fait des erreurs assez étranges de sa part, qu'on peut expliquer par l'âge, avec la sélection. Donc, autant dire que il est plus aussi irréprochable qu'avant, surtout qu'il y a des gardiens prometteurs derrière. Je pense au nouveau gardien de Leicester, qui est lui-même danois, une sorte de nouveau Schmeichel, mais beaucoup plus grand, qui a été nommé gardien de Championship. Donc ça tape derrière, mais Schmeichel va rester. Ensuite, pour la défense, ça va sûrement être une défense à 3. Là, pareil, on est sur à peu près la même chose que 2021-2022, c'est-à-dire Christensen du Barça, qui a été très blessé cette année, Simon Kjær. Ouais, Christensen qui a joué un peu au milieu de terrain aussi quand Ouais, il a joué. Mais, c'est vrai, mais on va dire qui a toujours été plutôt très bon avec le Danemark. Pareil pour Simon Kjær, c'était obligé de le mettre lui, parce qu'il est encore au niveau, et puis surtout, ça reste le capitaine, quoi. Et pour moi, celui qui est le meilleur actuellement, c'est le 3e, c'est Andersen, qui est le défenseur de Crystal Palace, qui est, je crois, un des... Ancien Lyonnais. Ouais, c'est vrai, mais qui avait eu du mal à Lyon, d'ailleurs. Ouais, il n'avait pas convaincu, mais on l'avait bien revendu. Mais là, à Crystal Palace, il a joué toutes les minutes en PL. Il est super fort. Donc, c'est un des points très bons du Danemark. Si on arrive vers le milieu, parce que du coup, ça joue en 3-5-2, on a les joueurs les plus habitués. Donc le milieu est mené par Eriksen et Højbjerg. Eriksen ni Højbjerg, c'est plus les mêmes joueurs qu'ils ont pu être avant, avec l'âge et puis les différents problèmes. Ils arrivent toujours à être assez bons ces derniers temps avec le Danemark, mais c'est vrai que Højbjerg, il a quasi jamais été titulaire avec Tottenham cette année. Eriksen, c'est à peu près pareil.
on entre dans la fin de leur carrière, à voir ce qu'ils peuvent faire, parce qu'un mec comme Eriksen est toujours pertinent, parce qu'il a toujours du génie dans son jeu. À côté d'eux, on a Delaney, qui est plus jeune, là, qui joue à Anderlecht, qui est pas mauvais, mais enfin, c'est pas non plus une folie. Là où on attend le plus, c'est devant, parce qu'il y a un nouveau, c'est Højlund, qui a fait cette année ses premières sélections, parce qu'il avait participé ni à l'Euro ni à la Coupe du Monde. Ouais, c'était mieux sur ces derniers matchs à United qu'au début. Hein. Là, et c'est à peu près ce qui s'est passé, ça s'est passé au même moment, en fait, quand il a commencé à devenir bon à United, jusqu'à la fin de la saison. Il a planté énormément au Danemark. Je me rappelle les premiers matchs de qualif de cette année. Il met un triplé puis un doublé et il s'impose. Et c'est vrai qu'en plus de ses buts, parce que là je crois qu'il met 7 buts au final sur la phase de qualif, il est exceptionnel et il aide beaucoup cette attaque qui manque de créativité, quoi, parce que justement à côté on va sûrement mettre Poulsen, donc, qui est le 9 de Leipzig. 9, quand je dis le 9, c'est pas le 9 titulaire, il rentre souvent. Il a eu un peu de temps de jeu quand même, Ouais, globalement. c'est pas mal. Et sinon, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'est pas sûr que ce soit Poulsen ou Vint, mais les deux, c'est des 9 qui sont, c'est pas très très convaincant. Ils font un travail pas mal, surtout Poulsen avec la sélection, mais ça fait longtemps qu'il est là, Poulsen. Je crois qu'il est dans le top 15 des plus sélectionnés de l'histoire du Danemark quand même. Mais c'est vrai qu'on attend Højlund. Donc tout ça pour dire que c'est une équipe qui est un peu l'ombre d'elle-même ces derniers temps. C'est vrai que Kasper Hjulmans, on sait pas trop exactement ce qui se passe. C'est vrai que les grands joueurs vieillissent, donc on est sur une fin de cycle, et surtout qu'on voit pas spécialement de nouveaux joueurs arriver. Hormis Højlund, il n'y a pas forcément une grande génération qui s'annonce. Après on sait pas comment ça va se passer, et le niveau a tant baissé que l'équipe a dû trouver une nouvelle manière de jouer qui a fonctionné pour se qualifier, mais qui est quand même inquiétante, parce que s'ils ont réussi à gagner des matchs par le talent de certains joueurs et par leur connaissance du milieu international avec les piliers, il n'y a plus la même créativité qu'avant, et globalement ça joue beaucoup moins bien. Donc ils sont toujours favoris, je crois, pour les bookmakers pour se qualifier. Ils ont une belle cote, mais faut vraiment faire attention. Certes, c'est pas le groupe le plus compliqué, mais la place de deuxième, ils peuvent se la faire chipper. Ouais, quoi. faut aller la chercher quand même. Il n'y a pas de peintre en face. Quoi. Non, et par contre, les Danois se rapprochent de plus en plus des peintres, en l'occurrence. Voilà. Très bien, merci. Alors après le Danemark et la Slovénie, deux outsiders pour se qualifier, en tout cas qui n'ont pas de certitude. On en a un troisième dans cette poule, derrière la quatrième équipe qu'on présentera tout à l'heure. C'est la Serbie. Alors là aussi, comme pour la Slovénie, je vais parler uniquement de leurs résultats depuis le démantèlement de la Yougoslavie. Ils ont fait 3 phases de poule de Coupe du Monde, dont les 2 dernières, donc 2010, 2018 et 2022. Donc de ce point de vue là, on pourrait se dire que c'est une nation assez puissante dans le football européen. Pourtant ils n'ont fait aucun euro, ce qui est assez particulier, dans le sens où il y a 8 qualifiés européens pour la Coupe du Monde et 24 pour l'euro. C'est un petit paradoxe qu'on retrouve avec cette Serbie. Et ils n'ont jamais passé les phases de poule de Coupe du Monde. Donc là encore, comme la Slovénie, c'est pour ce point de vue là très ressemblant. Un gros pays de sport, mais pas vraiment de référence internationale en football. Mais encore une fois, c'est des équipes qui ont tendance à devenir de plus en plus régulières. Alors leur campagne de qualification, elle a été relativement mitigée. 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Ils finissent 2e de leur poule alors qu'ils étaient dans une des poules les plus abordables. Ils sont derrière la Hongrie dont on a parlé il y a quelques jours. Et ils finissent devant le Monténégro, la Lituanie et la Bulgarie. Leurs 2 défaites, c'est contre la Hongrie. Donc ils ont perdu à l'aller et au retour contre une équipe qui était sur le papier pas supposée beaucoup plus forte. Mais ils se sont quand même qualifiés et c'est là, je pense, le plus important sur ces campagnes de qualification. Donc le coach c'est Dragan Stojkovic depuis mars 2021 qui a été ancien président de la fédération donc de football et qui a également été international serbe. Il a joué pour l'Étoile Rouge de Belgrade et pour l'OM. C'est une véritable légende, 80 sélections, donc c'est un peu ce courant des sélectionneurs anciens grands joueurs. Lui, là c'est assez original par rapport à certains autres sélectionneurs, il est très flexible tactiquement,
Même si en général la constance c'est plutôt une défense à 3, donc on devrait s'attendre soit à un 3-4-2-1, soit un 3-4-1-2 pour cet euro. Ça dépendra de comment il s'organise avec les offensifs, on va en reparler. Mais ça lui est déjà arrivé d'utiliser dans un passé récent des 3-4-3, des 4-2-3-1 ou même des 4-3-3. Donc ça c'est assez comment dire, intéressant vis-à-vis de l'euro, de l'approche tactique de la Serbie. Donc la grande interrogation ce sera sur l'organisation offensive. Donc au niveau de l'effectif, la faiblesse c'est derrière, hein, sans aucun doute. Et finalement, quand on fait une vue d'ensemble de l'effectif, on a pas mal de grands noms ou à minima de joueurs assez connus dans le paysage footballistique européen. Donc déjà dans les buts, hop, premier exemple, ils ont 3 gardiens qui sont des très bons gardiens. D'une part, le titulaire depuis plusieurs années, c'est Milinkovic-Savic, homonyme, parce que cousin, hein, si je dis pas de bêtises, du milieu de terrain, qui est le gardien du Torino. Donc lui, s'est vraiment imposé comme un des meilleurs gardiens de Serie A. Mais on aurait pu avoir, et ils sont dans le groupe, Predrag Rajkovic, le gardien de Majorque, l'ancien gardien du Stade de Reims, qui avait fait un très bon passage en Ligue 1, ou encore Petrovic, le jeune gardien remplaçant de Chelsea, mais qui a eu pas mal de minutes cette saison avec la blessure de Robert Sanchez en courant d'année. Donc de belles références déjà dans les buts. En revanche, en défense, c'est plus compliqué. Donc en ce qui concerne donc, la défense centrale, parce qu'on va partir à 3 derrière, il y a Velkovic du Werder Bremen, Pavlovic, le jeune défenseur de Salzbourg, et encore Milenkovic de la Fiorentina. Donc attention, hein, c'est pas des mauvais joueurs. Hein. Si par exemple on les implantait dans l'effectif de la Slovénie, ils seraient probablement titulaires sans souffrir d'aucune contestation, mais c'est pas non plus de très grosses références comme on peut avoir dans d'autres sélections. Au milieu de terrain, globalement, si on suit la tendance des derniers matchs, ça devrait être Sasa Lukic, le milieu de terrain de Fulham, qui n'est pas toujours titulaire, mais qui est quand même un joueur qui joue assez régulièrement en Première Ligue. Et Samardžić, qui lui joue à l'Udinese. On aurait pu aussi citer Milan Gudej, maintenant assez âgé, mais le milieu de terrain défensif de Séville. Sur les côtés, à gauche on a Filip Kostic. En plus Filip Kostic, donc à la Juve, hein, il joue aussi piston souvent, donc là il est vraiment bien en place. Et de l'autre côté c'est Zivkovic du PAOK, un joueur assez offensif. Alors donc toute la question ça va être de comment on s'organise devant. Le premier gros point d'interrogation c'est Milinkovic-Savic, qui évolue désormais à Al Hilal. Ça a été souvent le pilier, l'encre de cet effectif de la Serbie dans le jeu. Là il est un peu en manque de rythme, hein. C'est un peu un résultat d'être parti en Arabie Saoudite. Il a moins de temps de jeu, mais il devrait quand même être titulaire, mais on n'en est pas non plus certain à 100%. Donc est-ce qu'il va jouer au milieu de terrain ou est-ce qu'il va jouer devant? On peut s'attendre à ce qu'il joue devant, hein, notamment pour des raisons de cardio. S'il est devant, il sera accompagné de 2 autres joueurs offensifs. Il y en a un qui s'impose. En fait, il y a 3 gros noms de devant, et il y en a 2 qui jouent très régulièrement. Il y a Mitrovic, ancien attaquant de Fulham, donc qui joue aussi à Al Hilal, mais qui est vraiment l'attaquant emblématique de la sélection serbe. Il a plus de 80 sélections, etc. Et Dusan Vlahovic, donc là encore la Juve, qui monte en puissance, mais qui en sélection a encore un peu de peine à être vraiment décisif. On aurait pu aussi citer Luka Jovic, qui donc est l'attaquant, enfin un des attaquants du Milan AC, mais lui aussi, passé par le Real notamment, il a un très très beau parcours. Donc globalement, voilà, si on devait faire un petit bilan tactico, effectivo, technico, tout ce que vous voulez, bel effectif pour la Serbie, pas mal de noms, mais en revanche, la constance sur les derniers rassemblements, c'est qu'ils ont eu un peu de mal on a eu un peu de mal à en voir sans dégager une équipe à proprement parler. C'est toujours la difficulté avec des sélections qui se voient que quelques semaines dans l'année. Donc collectivement, il y avait du boulot. À voir, c'est une équipe sur laquelle on peut avoir beaucoup d'incertitudes dans le sens où ils peuvent très bien aller en quart comme sortir en poule. C'est assez difficile à analyser. Ils joueront 2 assez gros matchs amicaux, hein, la Suède et l'Autriche, avant de jouer donc d'abord l'Angleterre pour tout de suite se mettre dans le bain, la Slovénie et enfin le Danemark sur ce qui pourrait par exemple être une finale pour la qualification. Alors moi je vais m'attaquer à ce qui est le grand favori, puisque c'est vrai que c'est un groupe qui moi me paraît super faible, parce que c'est vrai que si le Danemark avait été ou est d'ailleurs celui de l'Euro 2021, le groupe peut être vu comme relevé, mais là en l'occurrence s'il y en a un où on se fait pas trop de doutes, c'est l'Angleterre. Pourquoi pas trop de doutes? Parce que c'est le même effectif que celui qui performe au niveau international depuis quelques années, avec en même temps chaque année des nouveaux joueurs ou alors des joueurs de plus en plus forts. Ils sont sortis largement premiers de leur groupe de qualif.
C'était celui avec la Belgique. Ils sont sortis premiers tranquillos, sans défaite. Ouais, pourtant un beau groupe comme tu le dis, Ouais. quand on voit certains où il y avait Bulgarie, Ouais. Hongrie, Mais Serbie. là, ça a été une phase de qualif super, une promenade de santé pour l'Angleterre. On a vraiment l'impression qu'elle est de plus en plus forte, cette équipe. Euh, Avec donc à la tête de cette équipe le bien connu Southgate, qui est installé depuis beaucoup d'années Beaucoup trop longtemps. Voilà, parce qu'il faut le dire, il a quand même toujours été très critiqué, notamment sur ses choix tactiques en match et parfois aussi sur ses joueurs sélectionnés. Mais après, bon, ça, il y a toujours des problèmes et c'est vrai que c'est plutôt dans ses choix tactiques, notamment quand l'équipe est en difficulté. On pense au fameux choix des tirs de faire rentrer en finale de l'Euro 2021 les joueurs soi-disant meilleurs au penalty pour se préparer au tir au but, et tous ceux pour qui il a fait les changements ont raté leur tir au but. Mais bon, donc il compte sur ces joueurs phares qui, à la manière de tous les sélectionneurs, même s'ils ont des difficultés en club, il va les prendre parce qu'il compte sur eux et a raison. Avec tout d'abord comme gardien titulaire Jordan Pickford. Ramsdale reste le deuxième. Pickford, je trouve, à mon sens, a toujours été pas loin d'être exceptionnel avec l'équipe d'Angleterre, avec souvent des coups de génie sur des arrêts exceptionnels, aussi un jeu de pied toujours aussi dégueulasse, mais bon, on peut pas forcément lui en vouloir, c'est pas très grave, mais c'est vrai que je l'ai toujours trouvé excellent, avec en tout cas l'Angleterre, même si avec Everton ça a été compliqué. Dans le même profil, peut-être pire en club, c'est même certain, on a Harry Maguire, défenseur titulaire sûr et certain Non, mais d'équipe anglaise. très mise en difficulté avec United, mais toujours Ouais. très bon avec l'Angleterre. Mais c'est-à-dire que pour moi, c'est que ce soit à l'Euro 2021 ou à la Coupe du Monde 2022, même si on peut remonter à 2018, ça a toujours été un des meilleurs défenseurs des tournois internationaux auxquels il participait, notamment sur corner, que ce soit les corners offensifs ou défensifs, ça a toujours été quelqu'un de très sérieux. À côté de lui, on a quelqu'un qui fait pas du tout de débat par contre, souvent c'est Stones qui va être aligné, sûrement le meilleur défenseur anglais actuellement. Euh, un joueur super intelligent, on le sait, avec Pep, il joue souvent milieu de terrain, malgré son profil physique de pur défenseur, c'est vrai que ça avait été étonnant au début. Ensuite, donc l'équipe évolue souvent en 4-2-3-1, donc ça signifie des latéraux, et s'il y a bien un truc dans lequel l'Angleterre est fournie, c'est les latéraux, même si en fait en réalité ils ont des joueurs un peu partout. Là en l'occurrence, pour les latéraux droits, on a ce qui pourrait être une paire, mais ce qui n'est pas vraiment. C'est sûrement une des meilleures paires possibles sur le même poste qui puisse exister. Donc on a Kyle Walker qui souvent est titulaire en tant que latéral droit, et Trent. J'ai dit que c'était pas vraiment une paire justement parce que Southgate, et c'est, je pense à raison, a trouvé un moyen de faire jouer Trent en tant que milieu droit. C'est un truc qui a souvent été fait même en club par Jürgen Klopp, et c'est normal parce qu'il peut le faire, et si tu peux trouver une solution pour faire jouer Trent et Kyle Ouais, Walker, et puis tu y vas. techniquement, Trent, il peut vraiment apporter Ouais, aussi au milieu de terrain. Évidemment. Dans une position un peu hybride, on va dire. Exactement. Et ensuite, à gauche, par contre, on est sur des joueurs beaucoup plus classiques sur ce poste. On a Trippier et Luke Shaw. Ça alterne. C'est vrai que sur les gros matchs, je pense notamment au match face à l'Italie et face à la Belgique, on a préféré Trippier plutôt que Luke Shaw. Mais Luke Shaw, c'est un peu une sorte de Maguire. C'est vrai que ça a toujours été très fort, notamment à l'Euro 2021 où il était titulaire, comme latéral gauche. Même lui, il surperformait, c'était assez effrayant. Pour le milieu de terrain, donc je l'ai dit, c'est un 4-2-3-1, donc on va avoir trois milieux, les milieux gauche et droit étant plutôt des ailiers d'ailleurs, avec comme leader du milieu offensif Bellingham, donc, qui fait une saison tout simplement excellente. Derrière lui, on a sur le banc, donc là on va parler de la profondeur de cet effectif, des joueurs comme Gallagher, Kobe Mainoo, Corey Jones ou Declan Rice, plus dans un autre style. Donc c'est des joueurs qui eux vont c'est sûr et certain, être sur le banc. C'est dire quand même la qualité du jeu. Moi je trouve que Gallagher par exemple fait une très bonne saison. Pour autant c'est même pas sûr qu'il ait des minutes. Ensuite sur les ailes, là c'est pareil, on a des titulaires très forts et des remplaçants encore meilleurs. On a à droite
Foden, évidemment. Alors, Foden, donc, il va commencer ailier droit. C'est vrai qu'il sort de la meilleure saison de sa carrière dans laquelle il a joué majoritairement au centre. Pour autant, il a un jeu qui peut correspondre tout à fait à l'aile droite. Et puis c'est vrai que ça veut pas dire qu'il va être un pur ailier non plus. C'est pour ça aussi c'est un 4-2-3-1 dans lequel ils c'est une sont. position de départ voilà, dans le 11 voilà. après. Ouais, et puis il commence plus reculé qu'un pur ailier droit excentré. Donc il va être beaucoup au centre. On peut notamment penser à des échanges avec Bellingham, parce que les deux peuvent aussi switcher de poste en plein match. À gauche, le titulaire, alors là, c'est vraiment un préféré de Southgate aussi. Le chouchou. Sauf que bon, là où des Maguire, Pickford, Shaw ont toujours surperformé, là moi je suis moins d'accord. C'est vrai que Rashford, c'est donc lui qui commence, et lui en l'occurrence c'est un titulaire indiscutable pour Southgate. Ça a jamais été exceptionnel. Il a eu des bons moments, mais je trouve pas non plus que ce soit quelque chose de fou, notamment au poste d'ailier gauche qui lui correspond pas tant. C'est vrai que lui en plus a souvent dit qu'il préférait jouer neuf. Non pas que ce soit un grand joueur en tant que neuf non plus. Seul, on aura Kane, évidemment, toujours aussi fort et en quête d'un titre. Enfin, ça serait une libération. Bon, voilà. C'est le seul neuf titulaire, donc, et c'est aussi d'ailleurs un des seuls neufs à avoir été sélectionné, parce que hormis Ivan Toney et Ollie Watkins, on a peu de neufs purs dans cette sélection. Il y a aussi peu de neufs purs tout bêtement anglais actuellement, donc ça se comprend de la part de Southgate. Par contre, pour revenir sur les ailes, on a des joueurs aussi tout bonnement exceptionnels qui auraient pu prétendre dans une sélection plus faible à des postes de titulaire. Je pense à Grealish, qui, comment dire, a une façon de jouer qui peut déplaire à Man City parce que ça manque d'explosivité et de création depuis qu'il est à City, parce que c'était un peu différent avant. Après, dans une équipe avec autant de créativité et d'animation offensive, on pourrait aussi se dire que c'est plutôt utile quelqu'un qui est capable de garder le ballon et de le contrôler, de le passer, de jouer en une touche. Mais il sera sûrement pas titulaire parce qu'il n'a pas souvent été dans les grands matchs. On a aussi des plus jeunes comme Eze de Crystal Palace, qui lui va sûrement pas beaucoup jouer. Anthony Gordon, donc aujourd'hui à Newcastle, qui fait une très bonne saison, aux alentours des 10 buts, 10 passes décisives, qui s'est vraiment réveillé. C'est vrai qu'en tout début de carrière, moi je le suivais, c'était un bon ailier, mais c'était pas un ailier de dernière passe ou de but. C'était un ailier dans le jeu. Là, c'est vrai qu'il s'est muté en ailier à statistiques. Auteur de beaucoup plus de buts, plus finisseur et plus passeur. Est-ce qu'il va beaucoup jouer? J'en suis pas sûr, mais il peut être pertinent. Et surtout, on a celui qui va être remplaçant aussi, mais qui est pour moi le meilleur des remplaçants, c'est Saka. C'est Saka, incroyable de dire que Saka voilà, alors il après risque d'être remplaçant après. Moi je le mettrais à la place de Rashford. Hein, c'est mais... ça, alors mais c'est toujours pareil, c'est vrai que chaque supporter a ça, c'est-à-dire un joueur que tout le monde trouve pas très fort sauf le sélectionneur lui-même. Parfois ça porte ses fruits, parfois non. Après, il peut toujours avoir des ajustements. Ouais, c'est ça, l'équipe qui jouera le premier match, t'as pas forcément Voilà. celle qui jouera la finale, si finale il y a. Mais c'est dire qu'on a Saka sur le banc, c'est quelque chose de très bien. En plus, il commence à s'installer dans la sélection. C'est vrai que nous, on se souvient de lui en 2021 qui rate son penalty. Mais c'est en train de devenir le joueur qu'il est. J'ai surtout oublié un joueur, et ça c'est pareil, c'est à peu près de la même folie que Saka, mais en l'occurrence là on peut pas vraiment en vouloir à Southgate, c'est Cole Palmer. Cole Palmer qui sort d'une saison exceptionnelle. Alors lui c'est sa première saison à ce niveau-là, contrairement à Saka qui en a sa 2e, 3e voire 4e. Mais là où Rashford, sa place pourrait être, on pourrait se dire qu'on pourrait foutre Saka à la place, c'est vrai que là c'est compliqué de dire que Cole Palmer devrait commencer sur le terrain à la place de Bellingham. Mais c'est juste pour montrer à quel point il y a une profondeur et à quel point chaque année des nouveaux joueurs arrivent et chaque année ils gagnent quand même pas l'Euro. Mais sinon, Southgate est un excellent sélectionneur quand c'est simple. Donc là, ça a été simple pendant cette phase de poule
phase de qualification, pardon, ils ont tout déroulé. Ça joue super bien. Défensivement, c'est extrêmement solide. Offensivement, c'est parfait. Kane est toujours aussi fort. Bellingham, pareil, avec un côté très très offensif. Foden fait du Foden. Et les Kyle Walker, Trippier sont des latéraux offensifs super. Là où on attend Southgate et les joueurs, c'est quand ça devient pour des matchs compliqués, à pas faire des changements idiots ou des décisions bizarres. On verra, Voilà. peut-être que ça va payer avec Ouais, le temps. Bah écoute, on en peut-être. reparle dans 2 petites secondes. Pour les pronos. Alors donc les pronos, hein. Bon bien sûr, les pronos disons comme ça à 2 semaines du coup d'envoi de l'Euro seront pas forcément les mêmes que ceux qu'on pourrait faire à la fin de la préparation et donc à la veille de l'Euro. Mais maintenant il faut se mouiller, il faut prendre en compte la réalité du jour, la réalité de ce qu'on pense en ce moment. Et bah écoute, je te laisse la main si tu veux commencer. Quel serait ton classement, ton scénario anticipé pour cette poule C? Bon alors, écoute, c'est vrai que je vais peut-être plus me mouiller quand on fera les pronostics dans 2 semaines, mais là c'est vrai que sans trop mouiller, je vais dire que la Slovénie finit 4ème, parce que en termes d'effectifs et de individuels, c'est quand même assez compliqué et assez inférieur. Par contre, ensuite, donc moi j'ai fait une analyse du Danemark. Donc j'ai regardé pas mal de trucs sur le Danemark, j'ai regardé un peu du Danemark, donc je vais mettre le Danemark 3ème, potentiellement meilleur 3ème. Ouais, c'est ça la question. Est-ce Voilà. que tu les vois 3ème genre avec Ouais. 4 points ou 3ème avec 1 point Non, ou moi 2 je les points vois 3ème avec 4 points parce que justement je vois la Slovénie Ouais. comme une équipe, une piñata où chacun peut prendre 3 points. Et voilà, et après tu vois par exemple je vois un peu C'est parce un que peu l'Albanie de la poule B d'après toi. ouais, en quelque sorte. Avec, tu vois plus peut-être un combat pour la 3ème et la 2ème place qui se joue peut-être même carrément au goal average, tu vois, chacun à 4 points. Parce que oui, mon deuxième, c'est la Serbie pour moi, que je trouve plus pertinente individuellement. Je trouve qu'il y a quand même des bons joueurs, même si c'est vrai qu'on a quelques départs en Arabie Saoudite. Je trouve ça pas mal. Après, pour moi, le Danemark. Le nom brille plus ces dernières années, mais je trouve qu'en termes de résultats, c'est assez pourri. Et que si finir meilleur 3ème, ce serait dans la continuité de ce qui se passe ces dernières années, enfin ces derniers mois. Bah si, maintenant ces dernières années, depuis 2022. Ouais, et donc l'Angleterre devant. Et l'Angleterre largement devant, je les vois faire tous les points, moi, carrément. Tranquillos, voilà. Ouais, moi je suis pas exactement pareil, mais globalement je suis vraiment dans la même lignée que toi. Je vois la Slovénie finir dernière aussi, mais peut-être avec moins l'aspect punching ball que tu nous as décrit. Je vais en reparler justement dans quelques instants. Et moi je vois donc aussi l'Angleterre en 1 sans aucun doute, prendre absolument tous les points, en mettant même s'il faut des claques. Je les vois bien en mettre 2-3 à la Slovénie, 2-3 au Danemark, peut-être un peu moins à la Serbie. Et bizarrement, je vois plutôt le Danemark finir deuxième quand même. Je sais pas, j'ai le petit instinct de est-ce que la Serbie va pas être dans une moindre mesure la Turquie de 2020 où on les annonce comme une grosse équipe à venir avec un bel effectif et ils vont choke. Je sais pas, je me dis que je les mets 3ème. Le Danemark qui passe 2ème sans briller. Le Danemark c'est parce qu'ils nous la font un coup de filou, mais la Serbie 3ème. Alors peut-être qu'ils s'en sortent avec l'histoire des meilleurs 3ème. Mais genre, je vois bien la Serbie avec 3 points, voire 1 point. Dans un monde où ils font match nul contre la Slovénie. La Slovénie, la Serbie se joue contre la 2ème journée. Et ça finit par le Danemark. Ouais, donc peut-être si quand même. La Serbie avec 3 points qui va tâter l'espoir de passer par les meilleurs 3ème. Mais une poule compliquée aussi à analyser si ce n'est pour l'Angleterre. Quelque chose à rajouter pour cette poule C? Non, ça me va. Franchement, je pense qu'on est. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Idées, quoi, ouais. Bah écoutez, on conclut donc ce 3ème épisode des previews de l'Euro, la poule C. On se retrouve dans 2-3 jours selon notre travail en qualité et en quantité pour la poule D. C'était un plaisir en tout cas de vous présenter ces poules. Et on se dit à très bientôt. Allez, bisous.